j'ai assisté justement à une conférence d'une scientifique suisse sur justement le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement scolaire aussi, puisque maintenant on parle beaucoup de ça. Oui. Et en fait, elle exprimait à quel point les recherches maintenant mettaient en évidence que l'un des piliers principaux pour prévenir le harcèlement, c'est le développement de l'intelligence émotionnelle. Bonjour Anne-Margrethe. Bonjour Jean-François. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voulais qu'on aborde un événement un peu dramatique qui a eu lieu dans une classe en France et qui a déclenché beaucoup d'anxiété de la part des parents, notamment. Cet événement, on va le rappeler, ça a été une enfant, donc une élève, qui a été frappée par son enseignante. La vidéo a beaucoup circulé, a réveillé aussi pas mal de traumas, je pense, chez des parents qui ont pu aussi rencontrer ce type d'expérience lorsqu'ils étaient à l'école. Et la question, c'est comment protéger nos enfants de ceci, comment faire que les enfants soient en sécurité à l'école. Et ton expérience va nous aider justement sur ce sujet, puisque tu vas nous rappeler un peu ton parcours et toi, surtout ce que tu mettais en place dans ta classe pour maintenir cette sécurité, mais aussi cette sécurité affective Ouais. des enfants. Mmh. Donc effectivement, donc c'était donc voilà, quelque chose d'assez dramatique qui a été mis en avant, donc on va revenir sur tout ça. Donc moi, je m'appelle donc, Anne-Margrethe Appiuk, je suis, professeure des écoles. J'ai enseigné en France et longtemps, une dizaine d'années en Australie. Donc enfin voilà, donc j'ai vraiment enseigné à tous les niveaux, de la petite section jusqu'au CM2. J'ai commencé aussi un petit peu comme la grande majorité des enseignants, c'est-à-dire à appliquer des choses un petit peu classiques. Bon voilà, une éducation traditionnelle jusqu'à ce que justement je développe un enseignement euh, vraiment très axé sur le bien-être de l'enfant et beaucoup plus respectueux à la fois des rythmes des enfants et à la fois du respect en fait de ces valeurs humaines, malgré des classes qui sont parfois un peu chargées, des Mhm. contextes qui sont parfois compliqués, des profils qui sont pas toujours évidents à gérer, où on n'est pas toujours formé en tant qu'enseignant. Donc enfin voilà, donc j'ai vraiment cherché à me former sur le développement du cerveau de l'enfant, l'importance de la bienveillance dans justement l'enseignement. Et j'ai bien vu en fait à quel point ça a changé tout. Ça a changé à la fois le bien-être de l'enfant, de l'enseignant, des parents, les résultats scolaires aussi. Ça avait un impact incroyable sur les résultats scolaires. Euh, En Australie, j'y ai découvert un système très axé justement sur le bien-être émotionnel, sur le développement de la confiance en soi, et où j'ai pu constater par moi-même en fait les bienfaits de ce type d'enseignement. Donc j'ai vraiment creusé dans tout ça. Et après avoir mis en place vraiment un enseignement qui prenait cette direction-là, et ben j'ai décidé justement ensuite de créer des programmes en ligne dans lesquels ben moi je me déguise. Alors j'ai mon petit chapeau ici. Je me Mhm. déguise pour ceux qui m'ont déjà vu en maîtresse à maillettes. Donc je suis un grand lutin au milieu d'une forêt fantastique et où en fait j'enseigne aux enfants tout ce qu'il y a à savoir au sujet des émotions. Donc chaque petite émotion est un petit lutin et en fait je les aide à mieux comprendre leurs émotions, à les identifier et à comprendre comment les réguler aussi, comment prendre confiance en soi, tout ça Mhm. voilà à travers des programmes sur mon site Aide-moi à grandir. Et justement, les émotions, c'est ce dont on parle parce que cet épisode dramatique que j'évoquais est parti de l'émotion d'une enfant donc qui a pleuré, crié, bref, qui a visiblement traversé une tempête émotionnelle. C'est ça. Et l'adulte face à ce spectacle a réagi. Enfin, spectacle, c'est pas dans le sens Oui, oui, spectaculaire face à et cette agréable, au scène aussi, contraire, mais c'est ça. disons devant cette scène-là, a réagi avec violence. Oui. Et déjà, j'aimerais que tu nous expliques comment c'est possible et est-ce que ça a pu t'arriver toi aussi d'être parfois au seuil de la perte de contrôle Mm. parce que justement tu étais,
comme ça exposé à une trop forte émotion en face de toi, pas forcément dans le cadre de la classe non plus, hein, mais Mmh. au quotidien et Ouais. on rencontre ce type d'événements au quotidien. Voilà, on n'est pas là pour faire de diagnostic hein, ou quoi que ce soit sur ce qui s'est passé, mais simplement, moi, j'aimerais que tu partages ton point de vue, à Ouais. savoir cette contagion émotionnelle qui a pu avoir lieu, ou ce déclenchement de trauma peut-être qui a pu avoir lieu aussi dans cette situation. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as connu? Oui, bien sûr. Déjà, j'ai connu ça quand, j'étais enfant, parce que moi-même, j'ai grandi dans un contexte quand même, pas sécurisant, dans un contexte, relativement violent, y compris à l'école, hein. C'est-à-dire où, bah, moi, par exemple, j'avais des problèmes, je vomissais beaucoup, j'avais des problèmes médicaux et où c'était vraiment pas pris en compte et je dérangeais, en fait, les Mmh. enseignants. Et il y avait une enseignante particulièrement qui se retrouvait complètement démunie. Alors, je le dis aujourd'hui avec mon regard d'adulte, parce que quand j'étais petite, évidemment, je ne le vivais pas comme ça, mais où en fait, elle était complètement démunie et en fait, elle utilisait beaucoup de violence pour essayer de faire cesser ça. Pour elle, c'était voilà, c'était un problème, j'étais un problème, mes émotions étaient des problèmes et quand voilà, elle savait pas comment réagir, et ben du coup, l'idée c'était d'étouffer. En fait, dans ce moment-là, l'enseignant ne veut pas que ça existe en fait. C'est un problème, il se retrouve complètement démuni, il sait pas comment faire. Donc du coup, la solution de facilité, étant donné qu'il y a un véritable rapport de force entre Oui. l'adulte et entre l'enfant, et ben du coup, quand on se retrouve démuni, on va aller reproduire soit ce qu'on a connu soi-même, soit ce qu'on a pu observer dans le système quand on n'a pas observé d'autres manières, on n'a pas développé d'autres manières de faire. Et du coup, on va faire appel à la violence. Donc même moi, dans cette classe en particulier, j'ai connu cette violence, même physique, hein, parce que justement, l'enseignante ne savait pas faire autrement. Donc c'est extrêmement traumatisant pour un enfant. Mmh. Ça a un impact sur le développement, clairement, et c'est des choses qui, après, en grandissant, ont, ont un impact, en fait, et qu'il est nécessaire d'ensuite, ben, voilà, désamorcer, comprendre, poser des mots dessus, en fait, pour pouvoir apaiser un petit peu tout ça et développer de nouvelles choses. Donc, moi, en tant qu'adulte, est-ce que j'ai déjà justement connu ouais, bien sûr, parce que justement, quand j'ai été dans un stade de mon évolution où j'avais pas encore posé des mots sur ce que je pouvais ressentir moi-même. J'avais pas développé encore cette prise de conscience, en fait, de mes propres émotions, de mes besoins et de mes besoins de régulation émotionnelle. Et du coup, quand on se retrouve devant une tempête émotionnelle en face de soi, que ce soit par rapport à un adulte, à un enfant, un adolescent, peu importe, en fait, comme tu disais, il y a cette contagion et en fait, on arrive dans une espèce de mode par défaut où en fait il y a des circuits qui se Mmh. réactivent où ben, enfin voilà, ça fait appel à des situations qu'on a connues et paf, on va réappliquer ce qu'on a connu soi-même ou alors on sait plus quoi faire et du coup on va faire appel à le seul recours qu'on pense avoir qui est le rapport de force en fait. Mmh. Et moi personnellement, je sais que c'est dans ces moments-là que j'ai réalisé qu'il fallait vraiment qu'il y avait vraiment d'autres solutions. J'en étais profondément persuadée et qu'il était nécessaire pour moi d'aller chercher en fait, d'aller chercher ces autres options, ces autres solutions et de faire déjà moi-même un travail sur moi pour aller comprendre davantage ce que je vivais, pour aller apaiser ce que j'avais déjà connu et me rendre compte aussi que c'était pas normal parce qu'on a tendance en grandissant à légitimer ce qu'on a connu en se disant ah ben enfin c'était normal de toute façon c'était ce qu'il y avait à faire c'est pour éduquer etc donc en fait à, à complètement renverser ça et se dire ben non en fait c'était pas acceptable et même si Mmh. c'était des adultes qui le faisaient ben ces adultes n'étaient pas n'utilisaient pas la manière la plus adéquate en fait la manière la plus porteuse constructive donc Oui. du coup c'est tout un chemin, déjà en soi et pour soi, et ensuite un chemin aussi de connaissance du développement de l'être humain, du développement de l'enfant, pour se rendre compte en fait que l'enfant, par exemple, quand il vit une tempête émotionnelle, il ne fait pas ça pour embêter l'adulte en fait. Il ne fait pas ça pour aller mettre la pagaille dans la classe. Il ne fait pas ça pour aller embêter l'enseignante qui se retrouve déjà débordée en fait, déjà elle-même avec certainement Mmh. le surnombre, le sureffectif qu'il peut y avoir dans la classe, etc. Il fait pas ça pour ça. Il fait ça, il est en train de vivre lui-même une détresse à ce moment-là, émotionnelle. Donc du coup, quand déjà on découvre tout ça, quand on met une forme de lumière à ce niveau-là, quand on découvre tout ça, ça aide déjà à se dire
il est nécessaire de faire autrement, en fait. Il est nécessaire moi, ma responsabilité, la responsabilité de l'adulte face à l'enfant, c'est de garantir sa sécurité Oui, et pas que physique, sa sécurité émotionnelle, sa sécurité psychologique. Toute cette sécurité, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle de tout adulte qui s'occupe d'un enfant, en fait. oui. Mmh. Et tu penses que les enseignants auraient besoin d'être, plus accompagnés, dans cet, accueil déjà de ces émotions, Mmh. dans le fait d'apprendre aussi à accueillir les émotions des enfants sans être débordés eux-mêmes et peut-être aussi dans le fait de leur rappeler qu'ils sont garants de la sécurité des enfants et qu'eux-mêmes ont aussi une nécessité de prendre suffisamment soin d'eux pour se sentir suffisamment en sécurité pour que cette Exactement. sécurité, ensuite soit appliquée aux enfants. Exactement. Je pense qu'il y a une forme, parfois de diabolisation aussi, du corps enseignant quand on voit des choses comme ça et je comprends complètement parce qu'on se dit: «Mais enfin moi mon enfant je veux pas l'envoyer à l'école pour être traumatisé», Mmh. complètement. Mais il y a une forme parfois de diabolisation dans le sens où, les enseignants devraient pouvoir faire ci, les enseignants doivent faire cela, je dois pouvoir faire confiance et c'est vrai. Maintenant, c'est intéressant de se demander, ont-ils toujours les moyens? Est-ce que c'est quelque chose qui est évalué ça quand on devient enseignant? Ben, je peux te le dire non, tu vois? Pour, avoir passé, Mmh. mon cursus pour devenir enseignante, c'est même pas quelque chose qui est enseigné, par exemple, le développement psychologique de l'enfant. Quand tu regardes en Australie, par exemple, dans le cursus, enseignant, ils ont des matières qui sont de l'ordre de, connaître le développement psychologique de l'enfant. Comment se développe l'enfant? De quoi a-t-il besoin? Tout ce qui va être justement sécurité émotionnelle. D'ailleurs, c'est au cœur des programmes. Le cœur du programme, c'est vraiment le bien-être de l'enfant et autour de ça, viennent se mettre tout ce qui va être apprentissage académique, en fait. En France, c'est pas forcément le cas. Donc déjà, s'assure-t-on en fait que l'enseignant soit suffisamment bien, en lui-même pour pouvoir prendre soin, d'une vingtaine d'enfants? C'est même pas juste d'un enfant, c'est d'une Mmh. vingtaine d'enfants. S'assure-t-on que l'enseignant ait suffisamment les outils, pour comprendre comment se développe l'enfant, de quoi ont besoin les enfants et cetera? Pas forcément et c'est là où il est vraiment nécessaire pour moi de mettre en place dans le système vraiment de nombreuses choses autour de ça. Déjà dans la formation enseignante et ensuite dans l'accompagnement de Mmh. l'enseignant, plutôt que les lâcher comme ça, dans une classe et ben, vraiment les accompagner, mais sérieusement, énormément avec un tuteur en fait et pas que 2 3 fois dans l'année. Régulièrement, pour justement, les aider face à certaines Ouais. difficultés, face aux effectifs qui sont parfois importants, face à certains profils atypiques, d'élèves, comment on gère ça? Et puis, pour leur apprendre aussi, comment on gère les émotions, Mmh. comment on identifie les émotions, comment on aide les enfants à se sentir en sécurité et comment, comme tu disais, comment est-ce que soi-même on prend conscience de nos propres émotions, en fait. Parce que là, ce que moi j'ai vu dans cette vidéo, c'est une enseignante qui n'avait plus du tout conscience de ce qu'elle vivait pour pouvoir justement à un moment donné, prendre de la distance et aller faire une pause pour, se recentrer sur elle, pour s'apaiser, pour souffler, confier la classe à l'assistante maternelle si besoin, le temps de se recentrer et faire un petit check-up avec elle-même et ensuite se dire: «OK, j'ai besoin d'aide, en fait» et faire appel aussi à de l'aide. Est-ce qu'il y a de l'aide aussi qui est Mmh. suffisamment apportée à ces enseignants? Pas toujours. Donc pour moi, il y a une véritable remise en question du système, en fait, à la Oui. fois pour, aider les enseignants, à la fois pour les soutenir et puis pour les former, en fait. Oui et d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, c'est en plus une récidive. C'est-à-dire que cette enseignante avait déjà, Oui, elle eu avait ce genre été, de comportement. j'ai lu qu'il y avait eu des signalements Oui, déjà. Mmh. donc tu parlais du système, je pense qu'en effet, il est important de pouvoir mettre des garde-fous un peu partout, pour, éviter que ce type de situation se reproduise, quitte à faire changer certains enseignants dans des lieux où ils seront plus à même d'être, Oui, violents, oui, disons, parce qu'ils sont dépassés, parce que, ils ont peut-être un problème effectivement dans leur vie qui est voilà, enfin bref. Encore une fois, l'idée c'est quand même de protéger les enfants et là exact, c'est la aujourd'hui, priorité. ce qui est arrivé, c'est inacceptable. Inacceptable. En revanche, ce qui est important de faire, c'est de pouvoir trouver les causes pour que ça ne se reproduise plus et c'est pour ça que je tenais vraiment à ce que tu prennes la parole aussi sur ce sujet, parce que, des scènes de ce type, chaque enseignant
peut y être confronté, notamment avec des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'ils sont dans une telle incapacité de pouvoir réguler leurs émotions que à tout moment, une émotion peut exploser et ça peut être effectivement de la colère, mais ça peut être aussi de la joie, qui peut être aussi Oui, de se mettre l'excitation. excitation, qui peut mettre effectivement l'adulte en insécurité parce que lui-même ne s'autorise peut-être pas d'exprimer ce type d'émotion ou Mm. est complètement débordé par le nombre d'émotions et le nombre de responsabilités qu'il endosse, donc il peut lui aussi basculer. Et c'est pour ça que je voulais que tu nous indiques un peu précisément ton parcours et tes compréhensions, tes déclics pour que tu arrives à mettre en place dans tes classes cet environnement sécure. Déjà, à titre personnel, comment tu t'y es pris? Et ensuite, quelles sont les méthodes que tu as utilisées pour ça? Et j'aimerais que cette vidéo puisse aussi servir d'inspiration à d'autres enseignants ensuite et qui puissent se dire ou qui même puissent commenter en disant bah, moi aussi j'ai mis ceci en place et en effet ça permet Mm. de pouvoir garder ce climat-là de sérénité et de sécurité. Voilà. Tout à fait, parce que et c'est important que tu le mentionnes aussi, que justement, c'est important que les enseignants puissent commenter et dire, en fait, ce qu'ils ont mis en place parce que, là, en fait, le pointeur va dans la direction de, bah, justement, de cette insécurité, mais il y a un grand nombre d'enseignants qui, justement, cherchent à mettre en place, beaucoup de choses autour, justement, du bien-être de l'enfant, la prise en compte des émotions et moi, je reçois régulièrement des emails, justement, hein, pour me demander, bah, par rapport au programme, j'apprends mes émotions, est-ce On qu'il est va en parler, disponible oui. pour les classes, et cetera. Donc il y a beaucoup d'enseignants qui sont en recherche d'outils et qui mettent déjà en place des choses pour faire en sorte que l'école ce soit quelque chose d'agréable, source de joie et surtout un lieu sécurisé et sécurisant. Donc du coup, pour moi, dans mon parcours, en fait, déjà personnellement, avec mes élèves dans mes classes, en fait, au bout d'un moment, dans vraiment mon début de carrière, quand je mettais en place un système un peu classique, ce qu'on nous enseignait, je sortais tout juste de l'école, ce qu'on nous enseignait à l'école, l'importance de mettre en place quelque chose de strict, Oui. de tenir les parents éloignés de l'école, parce que c'est aussi quelque chose que moi j'ai appris dans mes cours, hein, voilà, de pas trop impliquer les parents dans les écoles, etc. Donc vraiment, je suis sortie de l'école des enseignants avec ces idées. Donc du coup, je me disais bon ben voilà. Et en fait, dans ce que je mettais en place, en fait, je me sentais tellement hem, insatisfaite. Insatisfaite totalement parce que je voyais bien qu'en fait c'était des méthodes, c'était un système qui était, énergivore, qui moi me fatiguait parce que du coup ça cultivait pas la joie, ça Oui. fatiguait les enfants aussi qui du coup, développaient, un système de enfin des une forme de crainte en fait, tu vois? La crainte de la punition, la crainte de mal faire et cetera et du coup je voyais bien, je sentais que c'était pas vertueux en fait, c'était pas constructif et même si j'ai toujours eu, d'excellents, rapports avec les enfants et où j'aimais beaucoup, passer par le jeu et cetera. Donc mes élèves étaient toujours contents de venir à l'école, mais il y avait des moments dans la classe où, je voyais bien que c c'était devait y avoir autre chose. C'était insuffisant, en fait. C'était même moi, parfois, quand c'était des journées où les enfants étaient fatigués, tu vois? Notamment à l'approche de Noël, où il y avait de l'excitation, il y avait aussi de la fatigue et cetera. Mais j'étais lessivée, en fait, j'étais épuisée et du coup, Mmh. je passais du temps à m'énerver, à m'agacer, à menacer et cetera et je me disais: «Mais non, stop, en fait, c'est pas possible, je veux pas continuer comme ça». Donc ça, c'était mes 2 premières années, on va dire, d'enseignement et du coup, à Mmh. partir de là, moi, je me suis formée. J'étais déjà passionnée par la psychologie, le développement de l'humain et tout ça. Donc là, je me suis vraiment, concentrée sur le développement de l'enfant. De quoi a besoin l'enfant? De quoi il a besoin pour bien apprendre déjà, pour se sentir bien à l'école. Et donc c'est là où j'ai commencé à découvrir, toutes les, tout l'aspect en fait émotionnel, tout ce qui va être, plasticité du cerveau, à quel Mmh. point la bienveillance et la joie participent à mieux apprendre, à mieux retenir, à développer la mémoire et Oui. cetera. Donc je me suis dit: «OK». Donc en fait, toutes ces choses-là, là, de menaces, de cris et cetera, c'est pas du Mmh. tout le chemin que nous montrent les neurosciences, déjà ça. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à me former à ce niveau-là, à être inspirée, à m'inspirer de spécialistes, hein, comme le docteur Catherine Guéguen, comme, Isabelle Filiosa et cetera. J'ai commencé à vraiment m'inspirer de tout ça et puis je suis allée en Australie où en fait, j'ai découvert vraiment un système qui, de base, c'est pas est-ce qu'on tombe ou pas sur un enseignant qui va être dans la Mmh. bienveillance, c'est le système de base offre quelque chose de très sécure
Donc je me suis intéressée à ça. Je me suis dit: qu'est-ce qu'ils mettent en place pour sécuriser les enfants? Qu'est-ce qui fait que les enfants, sont juste tristes quand c'est le moment des vacances? Qu'est-ce qui fait que les enfants ont envie de prendre la parole dans les classes? Parce que c'est vraiment ça. Ils prennent un plaisir fou à Mmh. préparer un exposé et aller en parler, en fait, parce qu'il y a une véritable culture de la différence, mettre en valeur les qualités de chacun, les forces de Oui. chacun. Et même si c'est pas des choses académiques, tout est valorisé, en fait. Et donc, du coup, on s'étonne vraiment. Il y a beaucoup de Français, d'ailleurs, qui mettent les enfants francophones dans des écoles australiennes pour ça, en fait. Parce qu'ils se rendent compte que le système est tellement valorisant que du coup, ils se disent, mais moi, je vais offrir ça à mon enfant, en fait. Donc, du coup, j'ai vraiment parcouru tout ça. Et puis après, c'est vrai que je voyais en fait, même quand je revenais en France, de temps en temps, je voyais des gestes en fait qui paraissaient anodins dans les classes, dans les écoles, tels que voilà, on s'énerve sur un enfant, certains vont aller leur secouer, le bras, certains vont aller leur dire: «Arrête maintenant, sors de là parce que là tu m'agaces». Des choses en fait qui sont pas aussi, peut-être choquantes que ce qu'on a vu Oui. là sur la vidéo, mais qui en fait petit à petit sont traumatisantes en fait parce que elles vont aller dévorer, grignoter l'estime de soi, en fait, des enfants. Et, et moi, il y a eu un moment où ça a été un véritable choc pour moi, une véritable prise de conscience incroyable de l'effet sur l'estime de soi des enfants. C'est que moi, j'ai enseigné longtemps en petite section maternelle, donc des enfants qui ont 3 ans, et j'adorais leur poser la question de est-ce que tu sais à quel point tu es fantastique, toi? Et alors, mais tous, hein, 100%, hein, avec une énorme banane sur le visage, me disaient, mais oui, mais moi je sais faire ceci, je sais faire cela. Ils adoraient en fait hein, parler d'eux et de Ouais. ce qu'ils savaient faire, etc. Et quand ensuite je suis passée en enseignement en classe de CE1, j'ai récupéré ces mêmes élèves. Et donc je leur ai demandé, je leur ai posé la même question. Est-ce que tu Mmh. sais toi à quel point tu es fantastique? Et là, Jean-François, sur 25 enfants, j'en ai eu un qui m'a dit oui. Un. Et ça, Ouais. c'est quelque chose que j'ai refait sur plusieurs années. Et non seulement les autres, soit ils me disaient, ben non, je sais pas, soit ils me disaient, mais moi, j'ai rien de fantastique. Soit Mmh. ils me disaient, mais moi, de toute façon, je suis nulle en maths et je sais pas bien écrire, moi, je suis pas fantastique. Et où en fait, je voyais à quel point je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'âge de 3 ans et l'âge de 7 ans pour qu'un enfant qui savait en fait qu'il avait plein de choses pour lui à apporter, etc., qui savait de manière intrinsèque tout ça, et ben, qu'à l'âge de 7 ans, non seulement il ne le savait plus, mais surtout il croyait l'inverse. Ouais. En fait, c'était juste il avait rien de fantastique, en fait. Et de là, à partir de là, je me suis dit: «Il y a du travail. Il y a beaucoup de Mmh. travail à faire pour justement, mettre en place» et je dis pas du tout que c'est la faute, de l'école, des enseignants ou quoi. Je crois vraiment que c'est une conjonction de beaucoup de choses, hein, que ce soit, à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit en club de sport et cetera. Il y a une conjonction de plusieurs choses où en fait, heu, sans qu'on s'en rende compte, que ce soit un mot, une phrase, une attitude où on va les punir, on va lui dire: «Ça, c'est mal fait, tu refais», on va les déchirer une feuille parce que ça arrive encore dans des écoles, hein, qu'on arrache des Oui. feuilles parce que c'est pas suffisamment bien écrit et cetera. Mais en fait, on vient grignoter cette estime de soi et cette confiance en soi. Mmh. Donc à partir de là, déjà avant, j'avais commencé à mettre en place vraiment beaucoup de choses autour des émotions et valoriser vraiment les forces de chacun. Mmh. Et ben alors là, à partir de là, ça a terminé de me convaincre sur en fait l'importance de mettre en place un enseignement sécurisant, de se focaliser sur la prise en compte des émotions des enfants, de la confiance en soi, des forces de chacun et essayer en fait d'inspirer les autres pour ça en fait. Donc j'avais mis en place des formations pour les enseignants, pour les assistants maternels sur en fait le développement du cerveau de l'enfant, sur l'importance de mettre en place un enseignement qui prenait tout ça en considération en fait pour le bien-être des enfants, pour le Mmh. bien-être de l'enseignant, mais aussi pour les résultats scolaires, parce que je sais il y a beaucoup d'enseignants qui se disent, mais j'ai pas le temps de faire tout ça, en fait. Mais ils Oui. se rendent pas compte qu'en fait, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'en prenant soin de tout ça, mais en fait, c'est vraiment une piste de Mmh. décollage qui va permettre aux enfants voilà, de décoller en termes d'apprentissage académique aussi, en fait. Oui. Mmh. Tu dirais que la base, c'est l'empathie? Ah ouais, complètement. C'est l'empathie et c'est vraiment se dire profondément: «L'enfant ne fait pas ça pour nous embêter».
C'est vraiment savoir profondément qu'il ne fait pas ça pour, tu vois, comme on peut entendre, dans la bouche de certains enseignants pour, me pourrir la classe, pour pourrir l'ambiance, Oui. pour, faire l'intéressant, et cetera. C'est un enfant qui a besoin, de se mettre en avant et qui fait le foufou en classe et cetera. C'est un enfant qui a besoin d'aide, en fait. C'est un enfant qui a besoin d'attention. C'est un enfant qui a besoin d'aide peut-être pour apprendre à gérer son énergie, par exemple. Mmh. C'est, en fait, c'est à partir du moment où on essaye de se connecter aux besoins de l'enfant, à se demander de quoi a besoin cet enfant? Qu'est-ce qui fait qu'il est dans une forme de mal-être en ce moment? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de l'aider à être plus en joie en venant à l'école? Pour être plus en joie à l'idée d'apprendre plutôt Mmh. qu'aller se déconnecter et essayer voilà, de se concentrer sur d'autres choses, d'aller chercher une attention en allant, Mmh. embêter les copains et cetera. C'est s'intéresser profondément à de quoi a besoin cet enfant? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment? Et en plus, quand on fait de la place à ça, quand on met en place un enseignement autour des émotions, des besoins, de la régulation émotionnelle, mais les enfants qui justement, ont un profil, un peu, voilà, un peu dynamique, un peu foufou et cetera, mais ils adorent ces choses-là. Ils Mmh. adorent, ils sont friands de ça et pour moi, dans mes classes, c'était les enfants les premiers qui allaient demander justement des séances de méditation ou des séances de respiration. Si à un moment donné, nous, on faisait ces petites choses-là, toujours en rentrant de la cantine, on avait un temps calme, on faisait un peu de méditation et tout. Si à un moment donné, j'oubliais parce qu'on avait une journée chargée, mais c'est eux qui ils allaient éteindre la lumière de la classe. Ils se disaient, Anne-Margrethe, il faut qu'on fasse la méditation. Ils en avaient besoin, en fait. Ouais. Euh, Bien sûr, j'allais pas leur faire une méditation de 10 minutes, mais ne serait-ce que 1 ou 2 minutes, en fait, pour apprendre à poser l'énergie. C'est des enfants qui ont besoin et qui sont friands de tout ça. Ça veut dire que tu leur, transmettais, des stratégies de régulation, notamment? Complètement, C'est c'est ça? ça. Et pas que. C'était, des stratégies de régulation et aussi comment dire? Une évidence au niveau de l'expression des émotions. Oui. C'est-à-dire qu'on avait dans la classe, la boîte à colère où on pouvait aller exprimer sa colère. On avait la boîte à trésors. On avait plein de petits outils comme ça dans la classe pour aller exprimer. On avait la roue des émotions, on avait des cartes besoins et cetera. On avait plein d'outils comme ça où en fait les enfants avaient plusieurs, possibilités, plusieurs opportunités Oui. d'exprimer leurs émotions et en fait, par exemple, à un moment donné, il y avait, la femme de ménage qui avait, déplacé la boîte à colère et on la retrouvait plus. Enfin, moi, j'avais même pas fait attention et c'est les enfants qui sont venus me dire, «Anne-Margrethe, elle est où la boîte à colère et tout? Là, j'en ai besoin, j'ai besoin d'aller dire des choses à la boîte à colère» et cetera et en fait, ils en avaient besoin. Il y avait la boîte à cailloux. En fait, ça, la boîte à cailloux, c'était la boîte, des moments qui nous faisaient un petit peu mal au cœur. Donc ils Oui. allaient écrire des choses ou faire des petits dessins et les mettre dans la boîte à cailloux. C'était des techniques en fait où ils se rendaient compte à quel point leurs émotions comptaient, avaient de la place et ils avaient le droit de les exprimer. Et leurs pensées aussi, non? C'est-à-dire qu'en fait, tu offrais de l'écoute, pas forcément, enfin, uniquement sur le côté émotionnel, genre, qu'est-ce que tu ressens? Ouais. Mais aussi peut-être qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu Oui. allais jusque-là? Alors on avait une boîte à idées. Voilà, On OK. avait tout à fait. On avait des boîtes à idées, c'était les idées, pour, améliorer, et l'école et la classe. Oui. De temps en temps, par exemple, on faisait des ateliers j'imagine, mon école idéale, j'imagine ma classe idéale et en fait, voilà, régulièrement. Alors certains, ça leur avait pris mais des semaines parce qu'ils voulaient peaufiner, donc il y avait pas du tout une date butoir ou Ouais. un moment butoir. C'est quand ils avaient envie de venir, présenter leur classe idéale, leur école idéale. Alors bien sûr, il y en avait qui étaient infaisables, hein. C'était, alors il y a un toboggan et on plonge dans une piscine de bonbons et cetera. Voilà, il y avait vraiment des choses très créatives et il y avait d'autres choses qui étaient, plus, palpables, et à mettre en place, en classe, en fait et du coup, Mmh. on y réfléchissait pour justement, améliorer ça. La Oui. directrice avait mis en place aussi, un système de délégués avec des conseils justement de délégués où en fait nous, dans notre classe, on soulevait des idées et cetera que Oui. le délégué allait apporter dans ses réunions et la directrice prenait tout ça en compte pour améliorer la vie à l'école, par exemple. Donc vraiment leur voix était importante. Ouais, Ils faisaient partie de la solution. Ils étaient partie exactement, intégrante de la solution, et justement, ils étaient proactifs aussi par rapport à ça et donc exactement. engagés aussi dans, l'adoption de ces solutions puisqu'ils avaient fait partie de Oui.
de ça. Et ce qui était marrant, c'est que parfois, quand leur solution ne pouvait pas être adoptée pour des raisons financières, pour des raisons de Ouais. voilà logistiques, et bien du coup, comme ils étaient attablés, ils parlaient de tout ça, ils comprenaient et du coup, ils trouvaient des compromis. Ils entraient vraiment là-dedans parce qu'en fait, ils étaient entendus, ils comprenaient les voilà les exigences ou les impossibilités. Donc du coup, même quand ensuite ils revenaient dans notre classe pour faire le compte rendu, eh ben, il disait donc je sais que nous on voulait ça, mais en fait c'est pas possible, en tout cas pas cette année. Peut-être que ce sera possible l'année prochaine. Mais en fait, ils avaient une voilà, ils avaient une place et ça, ils acceptaient davantage les contraintes quelque part parce Mmh. qu'ils étaient partis vraiment de ce processus. Ouais, je comprends. Et c'est vrai qu'on peut avoir peur en tant qu'enseignant. Je comprends tout à fait ça, et c'est vraiment quelque chose qui était très souvent soulevé. On peut avoir peur de faire place à ses idées, aux émotions, aux besoins, parce qu'on se dit non mais attends, moi j'ai 25 enfants. Si je commence à écouter les Mmh. déboires émotionnels de chacun, je m'en sors pas en fait. Et c'est là où en fait, c'est une fausse croyance. Parce que quand on commence à instaurer des rituels, quand on Ouais. commence à instaurer des temps durant lesquels on va parler des émotions, que ce soit en groupe classe ou que ce soit en petit groupe, et quand on va aller s'attacher à un problème qu'a un enfant, mais Oui. peut-être que ça va pas être au moment exact où il a besoin de le partager, parce que là, on est en train de faire quelque chose en grammaire, mais par contre, je vais lui dire, ce que tu as à me dire, heu je vais l'écouter, au début de la récréation, par exemple, Ouais. ou laisse-moi terminer ce que je suis en train de faire, l'atelier que je suis en train de mener, et dans 10 minutes, alors là, c'était des enfants qui étaient en CE1, par exemple, dans 10 minutes, je suis à toi. Pour les Mmh. maternelles, et je parle même de petites sections de maternelle, hein, je leur disais que tous leurs petits problèmes étaient extrêmement importants pour moi. Donc quand ils avaient quelque chose à me dire, le signal pour eux, comme ils n'avaient pas le concept Mmh. encore de temps qui était développé, ils venaient poser leurs mains ici sur mon épaule. Et donc, D'accord. quand j'étais en atelier, ils venaient pas perturber l'atelier, ils posaient la main sur mon épaule. Ils savaient, ils avaient la garantie que quand ils étaient là, ils posaient la main sur mon épaule, ils pouvaient rester là parfois 5 minutes, parfois 10 minutes. Et c'est long, 10 minutes pour un enfant de Mmh. 3 ans, c'est très long. Mais ils savaient que de toute façon, quand j'aurais terminé mon atelier, même si j'avais d'autres choses à faire, même s'il y avait un autre enfant qui me parlait, cet enfant-là, ce qu'il avait à me dire, c'était la priorité. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'allais me focaliser sur lui, j'allais lui demander: «Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Quel est le problème?» Et en fait, des petits, comme ils appelaient ça, les bobos du cœur, en fait, dès qu'on prend soin des petits bobos du cœur, en fait, on crée une confiance avec l'enfant. Et à partir du moment où il y a une confiance, il y a une sécurité qui s'installe. Et Ouais. quand il y a cette sécurité qui s'installe, il y a de moins en moins de bobos du cœur, parce que eux-mêmes arrivent à trouver des solutions tout seuls, et ils savent que quand ils ne peuvent pas, quand ils se retrouvent sans idée, ils viennent me voir. Mais en tout cas, il y a de moins en moins justement de comme certains disent, de chouinerie, ou de justement quand on s'adresse à ces enfants qui, entre guillemets, râlent pour Ouais. rien. Alors pour moi, c'est jamais pour rien. Mais quand on a cette sensation qu'ils râlent pour rien, plus on va aller leur porter d'attention. Et on se dit, mais ça va, on va se noyer, ça va être un trou noir le truc. Pas du tout en fait. Plus on va aller leur apporter de l'attention, et plus ils vont être rassurés dans le fait qu'en fait, je suis disponible pour eux Oui. et ils sont importants pour moi. Et donc, c'est là où, en fait, il y a de moins en moins de petits moments de râlerie, où, en fait, ils vont aller trouver des solutions tout seuls. Je vais aller les aider, je vais aller les guider Mmh. en leur demandant qu'est-ce, qu'est-ce, quelle serait la solution d'après toi? Qu'est-ce que tu pourrais demander? Et petit à petit, en fait, encore une fois, c'est des investissements. Et petit à petit, eh ben, elle va essayer un petit peu toute seule. Je vais lui dire, essaye toute seule. Alors, je me souviens, par exemple, notamment d'une élève qui était très, très, très dépendante de l'adulte. Et je lui disais, tu sais quoi? Essaye toute seule, mais par contre, je te regarde. Je suis juste derrière toi. Je t'accompagne, je suis là. Et puis, petit à petit, en fait, je prenais un petit peu plus de distance, jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, elle Mmh. avait même plus du tout besoin de moi. Mais elle Ouais. avait extrêmement besoin de savoir que j'étais là et que j'étais disponible pour ces petites questions, ces petits bobos du cœur, comme on appelle. Je comprends. Les conflits entre, Mmh. élèves, comment tu les accompagnais? Alors déjà, encore une fois, c'était comme pour les bobos du cœur, il y avait aucun petit conflit. Pour moi, tout était important. À partir du moment où des enfants venaient me voir parce qu'il y avait un conflit, alors à ce moment-là, ben, on en prenait soin. J'avais vraiment développé cette conscience de l'écoute,
ce développement de l'écoute active. Donc en fait, il y avait, tu vois, je me basais vraiment sur ces étapes de la communication non violente où on avait justement Mmh. un poster avec cette idée d'observation, parler de son émotion, parler de son besoin et ensuite trouver un compromis, parler de la solution. Donc en Mmh. fait, on avait ces étapes qu'on suivait et en fait, on s'entraînait. On s'entraînait quand tout allait bien. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas une solution à apporter aux enseignants ou même aux parents qui doivent gérer les conflits entre frères et sœurs, sur le moment, voilà la recette magique. Ouais. C'est sur le moment, il y a des choses à faire, mais il y a surtout des choses à faire en amont quand tout va bien. Oui. Et quand on s'entraîne quand tout va bien, alors au moment où il y a un conflit, c'est plus facile de le désamorcer. Donc Ouais. en fait, on faisait plein de petits jeux de rôle où en fait on s'entraînait, on faisait du théâtre en fait, tu vois. Donc en plus ça rentre vraiment dans le cadre des programmes scolaires, donc je liais vraiment les deux. Mmh. Et donc du coup on faisait du théâtre. Alors tu imagines que lui il te pousse dans la cour, ou alors tu imagines que lui il te dit non pour aller jouer au foot avec lui, etc. Et on entre là-dedans. Donc alors en plus comme l'émotion n'est pas là, comme l'émotion n'est pas vive, ils sont capables là de prendre de la distance Oui. pour trouver des solutions. Donc en fait, ça les entraîne, ça les aide à réfléchir à ce concept de un conflit, c'est un problème qui a besoin d'une solution. Oui. Et un conflit, c'est pas quelque chose qui est à diaboliser. Un conflit, Mmh. c'est juste un problème qui appelle une solution. Parfois, c'est difficile de trouver une solution, parfois c'est facile en fait. Donc quand le conflit se présentait à l'instant T, eh ben, j'allais toujours prendre du temps, mais alors toujours prendre du temps pour accueillir les deux enfants et pour écouter l'un, pour écouter l'autre. Quand on écoutait un, l'autre n'avait pas le droit, n'avait pas à parler, à interrompre à ce moment-là. Bien Ouais. sûr, je ne le disais pas avec agressivité. Je lui Mmh. disais, j'entends, que tu es très, 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 très pressé de parler, mais là, pour l'instant, c'est son tour à lui. Donc, retiens bien ce que tu as envie de me dire, et quand ce sera ton tour à toi, toute mon attention sera portée sur toi. Et même son attention à lui sera portée sur toi. Mmh. Donc, on allait vraiment être dans l'accueil de ce que l'un avait vécu, l'accueil dans ce que l'autre avait vécu. On partage ce qu'on a ressenti, les émotions, et là, on allait se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour trouver, Ouais. quelle solution on va trouver. Et à partir du moment où ils ont pu s'exprimer et où ils ont pu dire leurs émotions, c'était très, très drôle parce qu'en fait, souvent, j'avais même pas moi à me fatiguer à trouver une solution parce qu'en fait, il a trouvé souvent seul, en fait. Mmh. Parce qu'en fait, il y avait ce pont qui était créé, cette empathie qui était créée à dire mon émotion et comprendre l'émotion de l'autre, en fait. Donc, de temps en temps, alors de temps en temps, quand c'était un peu plus vif, un peu plus virulent, on laissait poser la chose. Je parlais à chacun de son côté. On parlait de ça. Puis j'avais une petite fiche qui est d'ailleurs dans mon programme justement je l'ai pas là tout de suite, dans mon programme justement pour justement parler des conflits, désamorcer les conflits, où il y a deux bonhommes et il y a tous les petits lutins des émotions à côté. Et quand on va dire, voilà, on s'est disputé sur ceci, Ouais. cela, eh ben, quelle émotion tu ressens toi? Et donc en fait, il allait faire un trait entre le lutin des émotions correspondant et lui, et son cœur à lui. Donc il disait, moi par exemple, je ressens de la colère, de la frustration, de la jalousie. Mmh. Il y avait plusieurs émotions. Et ensuite, il y avait un autre bonhomme à côté qui était, d'après toi, que ressent ton copain? Et donc là, il allait juste se poser, il allait se demander, ah, je pense qu'il doit être triste en fait. Ah ok, bah vas-y, fais ceci. Mmh. Et en fait, juste ça, ça lui permettait de Ouais. se mettre dans les chaussures de l'autre Ouais. et déjà de redescendre un petit peu parce qu'il se rendait compte qu'il n'y avait pas que lui dans l'histoire. Il y avait deux personnes et l'autre n'était pas là non plus pour l'embêter, mais Mmh. l'autre devait aussi ressentir des choses, tu vois. Ouais. Donc du coup, déjà, ça permettait de poser les choses. Et ensuite, on se demandait, ça te dit qu'on aille le voir et qu'on aille lui demander si c'était vraiment de la tristesse qu'il ressentait? Et peut-être qu'on va pouvoir lui dire quelle émotion tu ressentais toi. Donc du coup, en fait, c'était vraiment voilà, ma manière de gérer le conflit, c'était en fait créer une porte de dialogue, créer une porte vers la compréhension de soi et la compréhension de l'autre. Ouais. C'est Mm. ça. Et donc l'empathie encore ici, puisque tu les entraînais à faire preuve d'empathie, disons, à Tout se à mettre, fait, comme tu disais, dans les baskets de l'autre. Et toi, c'est ce que tu exactement. faisais aussi avec eux, c'est-à-dire tu te mettais dans les baskets des enfants pour essayer de Mm. comprendre effectivement ce qui se passait pour eux. Et Est-ce que tu puis, dirais que moi, je l'incarnais aussi, hein. C'est-à-dire que oui, moi-même, dans la classe, j'avais ma roue des émotions
Et moi-même dans la classe, je parlais de ce que je vivais. Donc Oui. quand parfois j'étais frustrée, je le disais. Quand parfois j'étais pas d'accord avec un enfant qui ne m'avait pas écouté, par exemple, etc. Eh ben j'utilisais ça et je lui disais, tu vois, j'exagérais le trait en disant bon, là je vais utiliser mon bonhomme OEBD pour te parler. J'aimerais que tu m'écoutes, tu vois. Je l'incarnais en fait, tu vois. Et la Alors, on dernière, va juste rappeler OEBD, donc c'est la procédure donc d'expression de la communication non violente. Mhm. Le E étant bon sentiment normalement, c'est-à-dire Oui, observation. Je décris la situation, j'exprime mon émotion ou mon sentiment c'est ça. parce que j'ai besoin. Donc le B, c'est le besoin. Et enfin, la demande. Donc par rapport à la résolution de ce que je viens C'est d'établir ça, ici. je fais Qu'est-ce une que je demande demande? Ouais, précise. c'est ça. Plutôt que de partir dans tous les sens et d'être un peu dans juste le fait de râler, on fait ben, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux en fait? Ouais. Et la dernière petite chose que je voulais dire par rapport à justement la gestion des conflits, c'est qu'en fait, moi, dans mes classes, j'exprimais dès le premier jour qu'en fait, notre classe était comme une petite ruche. Mhm. C'est-à-dire que chaque élément était une petite abeille et moi aussi, j'en faisais partie. Et comme dans une ruche, quand une abeille ne va pas bien, c'est la ruche entière qui Ouais. ne va pas bien. Et chaque ruche, chaque abeille a un rôle particulier et précieuse et importante. Et donc, du coup, on avait mis en place, par exemple, comment on avait appelé ça? Des abeilles fées. Donc les petites abeilles fées, c'était des abeilles qui, pendant la cour de récréation, par exemple, on pouvait aller les voir quand on avait un conflit, quand on avait une difficulté, et on allait lui parler du Ouais. conflit. Et cette petite abeille, eh ben, il y en avait plusieurs, pouvait essayer d'aider à la résolution du D'accord. conflit. Et si ça fonctionnait pas, il venait m'appeler, il faisait appel, voilà, ou à un adulte, à un autre enseignant, D'accord. etc. Mais il y avait quand même cette recherche de s'aider entre pairs, en fait. Un médiateur, quelque part, c'était. Exactement, un médiateur. Et ça, les rôles changeaient régulièrement. Et ce qui était vraiment marrant, c'est que les élèves adoraient avoir ce Hmm. rôle-là, en fait. Parce qu'ils voyaient qu'en fait, c'était pas quelque chose de punitif. Il y avait pas quelque chose de négatif qui était accolé au Mhm. conflit, en fait. Il y avait pas, D'accord. c'était juste, voilà, une opportunité pour pour essayer de mieux se comprendre. Oui, je comprends. Et on va faire le pont avec le harcèlement, si tu Oui, veux bien. oui, Et ensuite, on va aborder ce que tu as créé justement pour faire vivre ces émotions et faire vivre aussi cette non-violence au niveau des rapports entre enfants et puis aussi entre adultes et enfants, pour aussi y répondre justement à la question initiale qu'on avait posée en début d'intervention. Le harcèlement. Alors, oui. ce travail que tu as fait avec les élèves, justement, en gestion des conflits, en se basant sur l'empathie, le fait que tu leur donnes la parole sur leurs émotions, etc. Est-ce que ceci fait partie des piliers pour prévenir du harcèlement? Est-ce qu'il y a une sorte de solidarité, d'entraide qui se met en place justement dans la classe par rapport à ça? Oui, alors complètement, à 2000, c'est un des piliers. Alors, j'ai envie de dire pour 2 raisons. La première, c'est exactement celle que tu viens d'évoquer, c'est vraiment créer en fait un sentiment de, hem, on va tous prendre soin les uns des autres. Oui, Mes émotions sont importantes et les émotions des autres sont importantes. Là aussi où, ça va être délicat, ça va être très difficile pour un enfant de prendre soin de quelqu'un d'autre quand on ne lui apprend pas à lui-même à prendre soin de lui. oui, C'est impossible d'aller reporter sur d'autres, individus quelque chose qu'on n'applique pas à soi, en fait. Donc déjà, voilà, ça va être, créer ce sentiment voilà, d'entraide, ce sentiment de coopération entre nous et pas de rivalité et pas oui. de: «Moi, je prends plus de place et moi je», mais vraiment plus de nous, en fait. Et chacun à la place, chacun a son identité, a son individualité, mais ensemble, on va fonctionner pour être bien à l'école. Donc Mmh. déjà, cet enseignement crée ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai assisté justement à une conférence d'une scientifique suisse sur justement le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement scolaire aussi, puisque maintenant on parle beaucoup de ça. Oui. Et en fait, elle exprimait à quel point les recherches maintenant mettaient en évidence que l'un des piliers principaux pour prévenir le harcèlement, c'est le développement de l'intelligence émotionnelle. Mmh. C'est-à-dire que plus un enfant va être capable de connecter à ses émotions, plus il va être sûr et certain que ses émotions sont importantes, ses émotions comptent, ont de la place, plus il va être connecté à ses besoins,
plus il va pouvoir l'exprimer et plus il va pouvoir mettre le haut là quand il va y avoir une situation qui va être dégradante, D'accord. quand il y a une situation qui va être non respectueuse de sa valeur, de ses émotions ou de ses besoins. Il va pas aller s'écraser parce Oui. que justement, il a vraiment cette conscience et cette légitimité en termes voilà, de sa place en fait. Sa place est importante, sa place compte et c'est aussi un enfant qui a développé son intelligence émotionnelle, c'est un enfant qui va être plus à même de parler aussi Oui. et d'aller chercher de l'aide parce qu'il sait que là, cette situation n'est pas acceptable. Alors attention à ça, je veux quand même dire que l'enfant n'est pas responsable de se protéger. L'enfant n'est pas responsable de se défendre. Mmh. L'enfant va pouvoir avoir des outils pour parler, mais c'est pas l'enfant qui est responsable de ça. Ça reste les adultes qui sont garants de la sécurité Mmh. de l'enfant. Maintenant, plus on outille l'enfant et Oui. plus il va pouvoir parler à son parent, plus il va pouvoir dire à un autre enfant: «Stop, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu fais et avec ce que tu dis maintenant. Là, je ne me sens pas respecté». Tu vois? Donc c'est hyper important dès le plus jeune âge, vraiment dès le plus jeune âge, dès 3 ans, hein. Moi, je le faisais avec mes élèves de petite section de maternelle, de parler des émotions, de parler de voilà, des situations et de créer aussi à la maison des, des rituels. Des Oui. rituels durant lesquels on va aller parler. Alors moi, je parlais beaucoup des moments cailloux et des moments trésors. Donc les moments cailloux, c'est vraiment un rituel. Moi, je le faisais en fin de classe. On peut le faire à la maison avant d'aller se coucher ou pendant le Oui. dîner. Ça va être les moments où est-ce qu'on a eu un moment caillou dans la journée? Un moment caillou, c'est un moment qui va rester, qui va peser lourd dans le cœur, un moment qu'on a vécu durant sa journée et qui a réveillé de la tristesse ou de la frustration ou de la colère. Et en fait, on va créer un moment à la maison, pendant le dîner ou avant d'aller se coucher, où on va aller en parler. Et au début, ça va pas du tout être évident, ça va pas du tout être naturel pour l'enfant, parce qu'en fait, il est pas habitué à ça. Mais c'est pas grave. On va quand même le faire et le parent, il va aller partager ça lui-même, en fait. Ben, moi, j'ai eu un moment caillou aujourd'hui parce que j'ai eu ceci, j'ai eu cela, etc. Et en Mmh. fait, plus on va rendre ce rituel régulier, et plus l'enfant, il va associer ce qu'il vit à l'école à: «Mais ça, je vais pouvoir en parler ce soir. Parce Oui. que je sais qu'il y a un moment où, ça va être accueilli» et durant ces moments, l'idée, c'est vraiment de surtout pas, s'exaspérer ou juger, en fait, le moment. C'est-à-dire que au moment où l'enfant parle, on va dire: «Ah d'accord et du coup, c'était un petit caillou pour toi? C'était un caillou moyen ou un grand caillou?» Et qu'est-ce que tu aurais voulu à ce moment-là? On va poser des Oui. questions ouvertes, mais on va pas aller lui dire: «Mais non, mais ça c'est rien, bon, eh, va pas te ruiner la journée à cause de ça. Franchement, il faut vraiment que tu passes au-dessus de ça, c'est rien du tout». On va vraiment éviter ça ou de dramatiser en disant: «Non mais c'est super grave» et cetera. On va vraiment être dans l'accueil, sans jugement Mmh. de ce qu'il dit et on va lui demander: «Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin que je t'aide à trouver une solution?» Parce que parfois les enfants, ils ont pas besoin d'aide, ils ont juste besoin de l'exprimer. Donc, et en fait, plus on va créer ces petits rituels et plus on va pouvoir être attentif à des situations qu'il va vivre, à la régularité de ces situations qu'il va vivre pour pouvoir en fait, être, à l'affût quand même, hein, de Mmh. potentiel harcèlement. Donc on va vraiment mettre en place des petits moments comme ça à la maison et à l'école aussi, hein. Moi, je faisais les moments cailloux en fin de journée Oui. et c'est suivi après, moi je finissais toujours par les moments trésors. Donc Oui. là, c'est les moments de gratitude pour terminer vraiment sur une note enthousiasmante en fait et qu'est-ce qu'on a vécu de chouette dans la journée, qui nous a réchauffé le cœur en fait. Ouais. Mmh. Donc D'ailleurs, vraiment rituel qui est validé par la psychologie positive, hein, le rituel de gratitude, qui augmente le niveau de bien-être, qui augmente le niveau de ça, bonheur, et qui permet de cultiver l'optimisme aussi, tout du à coup. fait, tout à fait. Hem, J'aimerais maintenant que tu nous parles du programme Oui, que je valide, depuis sa création. Bon, je suis ton travail depuis très longtemps. Hem, je voudrais que tu nous parles de cette nouvelle version du programme d'ailleurs que tu as mis en oui, place, qui s'améliore donc, de version en version. Cette version est orientée sur des thématiques, sur une sorte de parcours même tout à d'ailleurs. fait. Exactement. Pourquoi on en parle à la suite de cette vidéo? C'est pour la raison suivante, c'est que ce programme pour moi, il devrait être aussi suivi par les enseignants. Pour comprendre la mécanique justement entre les émotions, les besoins, pour avoir ce seuil de tolérance qui va augmenter face justement aux émotions de l'enfant, pour mieux comprendre effectivement que les émotions sont naturelles, sont toutes légitimes, sont toutes valides, et qu'elles ne sont pas des pierres jetées à l'adulte. Ça, Bon,
Ce qui veut dire que pour moi, cette psychoéducation, parce qu'il s'agit de psychoéducation, Oui, bah, elle peut être menée via le programme que tu proposes, où tu te mets d'ailleurs en scène, hein, tu parlais du chapeau. Donc voilà, je voudrais que tu nous parles un peu de ce programme. Déjà, bah, on a compris que c'est ton expérience qui a permis cela. Tu es aussi militante au niveau de tout ce qui est non-violence éducative. tout à fait. Et on le sait, effectivement, comme tu l'évoquais aussi, l'intelligence émotionnelle est primordiale, comme pour le harcèlement, pour justement faire reculer cette violence. Donc, peux-tu Oui. nous parler un peu plus de ce programme? Oui, donc en fait, c'est vraiment parti sur, comme tu dis, sur mon expérience et sur tout ce que je crée dans mes classes et quand j'ai vu en fait mais les effets, tellement incroyables que même je ne soupçonnais pas, à la fois dans ma classe, mais à la fois dans les maisons. C'est-à-dire que parfois j'avais, le lundi matin une maman qui venait et qui me disait: «Mais alors mon fils il m'a parlé, du lutin de la frustration qui était réveillé à l'intérieur de lui et qu'il Hmm. avait besoin d'aide. Qu'est-ce que c'est que ça?» Et donc du coup, j'ai commencé à lui en parler et en fait, elle voyait un tel, effet sur son fils qui arrivait à se poser davantage et à s'exprimer davantage à la maison qu'elle m'avait dit et c'était pas la seule, hein, il y avait eu plusieurs parents qui m'avaient dit: «Mais moi j'aimerais bien avoir ces outils, enfin comment je peux continuer ça à la maison?» Et du coup, c'est à partir de là que je me suis dit: «Mais oui, en fait, tous ces outils que je crée, j'aimerais pouvoir les partager en fait pour les voilà, les Hmm. donner et aider et les familles et les enseignants et les enfants en fait». Hem donc du coup, en fait, c'est vraiment parti de l'idée d'aider les enfants, enfin, voilà, d'aider à donner quelque chose de plus concret aux enfants sur le thème des émotions. Parce que pour des enfants, pour des petits, des 3 ans, des 4 ans, c'est difficile de parler des émotions, c'est quand même Oui. quelque chose d'un peu abstrait. Donc du coup, c'était, comment je peux personnifier ces petites émotions pour que ce soit plus facile à eux de comprendre ce concept et comment ça se réveille et cetera, ce qui les Hmm. déclenche et tout ça. Et donc du coup, j'ai personnifié ça par des petits lutins. Donc chaque émotion est un petit lutin, donc il y en a 14 dans mon programme et donc j'ai créé des vidéos. Au début, ce ne sont que des vidéos à la base, des vidéos ludiques, des vidéos très éducatives et interactives qui durent entre 3 et 9 minutes. Donc je voulais Oui. vraiment un format très court, adapté aux enfants et dans lesquels en fait j'enseigne aux enfants comment identifier leurs émotions, comment se Mhm. réveillent leurs émotions, comment on les caractérise et comment eux ils peuvent à l'intérieur de leur corps reconnaître les émotions. Et puis ce qu'elles sont venues porter comme message, Mhm. aussi les aider à comprendre qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Il y a des émotions qui sont agréables, d'autres qui sont désagréables à ressentir, mais elles sont toutes hyper utiles parce qu'elles portent toutes un message. La colère, elle nous donne de l'énergie Oui. pour qu'on on se fasse respecter quand on Oui. nous manque de respect, etc. Donc c'est vraiment tout ce cheminement-là et puis les aider à comprendre le concept de besoin derrière, le besoin de respect, le besoin d'aide, le besoin de repos, etc. Et puis j'y enseigne aussi des techniques de régulation émotionnelle. Donc tout ce qui va Hmm. être technique de respiration, technique où on va aller musculairement libérer l'énergie créée par la colère, où on va aller justement utiliser la boîte à colère, où on va aller utiliser voilà, tout plein de petites techniques en fait qui va leur permettre d'exprimer ses émotions, mais de manière plus respectueuse, de Oui. manière moins violente en fait. Euh, et donc en fait, l'évolution de ce programme, là j'en suis hyper contente et hyper fière, c'est qu'en fait maintenant c'est vraiment sous forme de parcours. Donc Oui. il y a le programme J'apprends mes émotions et il y a le programme J'apprends la confiance en soi. Donc dans J'apprends mes émotions, il va y avoir des aventures. Chaque aventure, donc il y a 21 aventures et chaque aventure a un thème comme tu disais. Donc il va Oui. y avoir la joie et l'excitation, la fierté et le courage, la colère et la frustration, la tristesse et la jalousie, etc. Donc, dans chaque aventure, il va y avoir des petites vidéos à regarder. Il va y avoir où en fait l'enfant va Mhm. découvrir des choses sur ses émotions. Il va y avoir des vidéos où il va pouvoir fabriquer un objet. Donc par Oui. exemple la potion pour réveiller le courage en soi, comment fabriquer une boîte à colère, etc. Et ensuite il va y avoir pour les parents des idées de rituels. Bah, par exemple, comme on vient d'en parler, le rituel des mots cailloux, le rituel des trésors, etc., des moments cailloux, des moments trésors. Donc, il va y avoir des rituels faciles à mettre en place. Donc, chaque aventure dure 1 à 2 semaines. Et il Oui. va y avoir le rituel de la semaine à mettre en place avec son enfant, qui dure 2 à 3 minutes avant d'aller se coucher, par exemple. Et ensuite, il va y avoir l'idée
l'activité à imprimer. Donc ça va être un jeu de cartes, un jeu de loi au niveau des émotions, ça va être voilà des outils imprimés pour fabriquer la boîte à colère. Donc plein de choses très ludiques et très simples avec des tutos, le parent comme l'enfant, euh, tout le Oui. monde est guidé en fait pour pouvoir créer tout ça. Et donc en fait, l'enfant suit une progression où au début, il apprend à reconnaître ses émotions, ensuite, il apprend à comprendre les besoins cachés derrière les émotions, et ensuite, il apprend des techniques où il va aller apaiser, réguler des émotions fortes comme la colère, etc. Donc, il y a ce programme Mmh. clé en main, complètement guidé, j'apprends mes émotions, et puis ensuite, il y a le programme qui est aussi accessible, qui fait partie intégrante de la plateforme. J'apprends la confiance en soi, où là, en fait, je vais aller guider l'enfant à prendre conscience de ses forces, à prendre conscience de ses, de tous les dons qu'il peut avoir et aller accepter les erreurs, en fait. Prendre conscience aussi que l'erreur fait partie des Oui. apprentissages. Et dans ces programmes-là, pour les parents, il y a aussi un live tous les mois où les parents viennent et prennent la parole. Ils me parlent en fait de ce qu'ils vivent à la maison, une situation qui est complexe à gérer et où là on trouve des solutions, on échange. Les parents en fait peuvent se rendre compte qu'ils sont pas seuls à vivre tout Mmh. ça. Il y a vraiment un échange, une recherche de solutions. C'est en fait comme des coachings en direct en fait, Oui. avec 2 ou 3 parents qui viennent prendre la parole en direct et partager leur expérience pour qu'on trouve un Oui. petit peu des solutions ensemble. Oui, alors, donc il y a ce format vidéo, il y Mmh. a beaucoup d'outils aussi à Oui, télécharger, il y a des bonus, et il y a surtout ce sentiment d'impuissance qui va diminuer chez le parent complètement. parce qu'on n'a pas les outils, parce qu'on n'a pas forcément reçu, l'éducation nécessaire aussi au niveau émotionnel. Et c'est pour ça que je soutiens ce programme, parce qu'il permet d'acquérir ces compétences-là en tant que parent. D'ailleurs, je conseille aux parents de suivre ces aventures avant même de les proposer aux enfants, histoire de pouvoir ensuite en discuter. Donc là, le fait de le visionner en duo, c'est super, mais le fait Ouais, déjà de s'imprégner de l'univers, de pouvoir commencer en tant qu'adulte aussi à verbaliser ses émotions, à comprendre exactement. justement la mécanique besoin, émotion, etc., ça va permettre d'être dans l'univers de l'enfant, en fait, de partager cette expérience. Donc c'est une vraie expérience commune qui va être partagée. Oui, et d'ailleurs, j'ai des parents, j'ai plusieurs parents qui m'ont, envoyé, par email, leur retour en me disant en fait, «Merci parce qu'en fait, j'ai regardé le programme même Mmh. moi et en fait, ça m'a permis de comprendre mes propres émotions». Là où en grandissant et ben, ce parent, enfin cet enfant et ben, avait, pas pu faire de la place à sa propre colère, à sa frustration et cetera. Ouais, Il avait diabolisé et n'avait pas appris à verbaliser sainement sa ouais. colère, sa frustration, exprimer ses besoins et du coup avait tendance à laisser passer les besoins des autres avant les siens. Et notamment, je pense à une maman qui m'a dit, en fait, ça a eu un impact incroyable même dans mon couple. C'est-à-dire que moi, j'ai compris des choses sur mes émotions et maintenant j'arrive à Mmh. exprimer parce que je les comprends mieux, j'arrive à exprimer tout ça, même dans mon couple, de manière beaucoup plus saine. Donc ça a un impact aussi Oui, sur soi en tant qu'adulte quand on n'a pas eu cette éducation en fait. Parce que c'est ça. l'intelligence émotionnelle, elle se développe tout comme l'intelligence intellectuelle en fait. Oui. C'est quelque chose qui se mue, c'est quelque chose qui se développe, c'est un apprentissage. Mmh. Et c'est là où parfois on met ça un petit peu de côté en se disant pour les enfants, il apprendra en grandissant, c'est bon, il va se calmer en grandissant, alors que ce sont des choses qui s'apprennent comme on apprend Mmh. à jouer au tennis, comme on apprend à lire, comme on apprend à faire du vélo. Il y a besoin vraiment d'un soutien en fait pour aider l'enfant à exprimer, à se connecter à son monde intérieur. C'est ça. Mmh. Et c'est une communauté aussi, hein. Aide-moi à Oui, grandir, du coup, puisque, bah, les personnes qui participent au programme, comme tu disais, tu as ce live-là qui réunit, ces personnes-là, et c'est une communauté parce que les gens peuvent échanger sur Instagram aussi, bref, je trouve que c'est exactement. une belle réussite, bah, il va se développer encore bien, dans Mmh. l'avenir, puisque là Oui, tu évolues de plus en plus aussi dans le contenu. Donc moi je vous invite vraiment à le tester. En plus, vous pouvez le tester gratuitement, tout ce à fait. programme, et si vous en êtes satisfait, vous pouvez souscrire à des abonnements. Donc je Mmh. vous recommande vraiment de le tester et vous allez voir la différence, dès les premières semaines. C'est-à-dire qu'en fait, en plus tu as un système de newsletter qui est envoyé pour Tout à fait, guider, en fait, les personnes. Donc vous allez être vraiment dans un cocon, dans un tout à cocon fait. dans lequel vous allez pouvoir, heu
apprendre à apprivoiser, à comprendre les émotions, à aussi les utiliser, Oui, notamment la joie, hein, quand on a un petit coup de mou, tout ça, peut-être aller chercher cette expérience de joie qui va nous redonner du peps. Euh, exactement. donc voilà, donc je vous recommande vraiment de tester ce programme et de nous faire des retours d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à nous faire des retours par rapport à ça. Et si vous êtes enseignant, Mm. moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est que vous testiez ce programme-là et que vous nous disiez ce que vous arrivez à mettre en place dans votre classe et quels sont les effets en fait de cette mise en place-là. Donc voilà, je serais vraiment intéressé, surtout que c'est le sujet principal de Oui. cette vidéo. Et d'ailleurs, bientôt, il va y avoir une première version justement, pour les écoles, D'accord. qui sera disponible. Voilà, une première version, adaptée un petit peu, aux écoles. Par exemple, voilà, à la place de mettre en place le rituel du soir, ce sera le rituel de fin de journée de classe, donc D'accord. voilà. Mais c'est vrai que il peut déjà être testé tel quel en fait, Oui. dans les classes. Il est vraiment clé en main et d'ailleurs, il y a déjà des enseignants qui le testent, qui l'ont mis en place dans les classes. Et moi, j'ai même été faire des interventions sur Paris, par exemple, avec une enseignante de moyenne section qu'il avait mis en place dans sa classe, où en fait Conc- les enfants accrochent énormément. concrètement, à diffuser les vidéos en classe? Tout à fait. D'accord, ok. Tout à fait. Diffuser les vidéos, sur le tableau numérique, en fait, et ensuite télécharger, les activités, les jeux, à faire, voilà, pour mener des ateliers avec les enfants par petits groupes de 4, 5 enfants, autour des émotions, en fait. Et D'accord. c'était vraiment super chouette parce que c'est vrai que, j'y suis allée plusieurs fois, j'ai fait plusieurs interventions dans cette classe et quand j'y allais, c'était vraiment chouette de voir les enfants qui disaient, qui Hmm. naturellement parlait du lutin de la fierté, qui s'était réveillé parce qu'il avait enfin réussi à Ouais, écrire son prénom, ou le lutin de la tristesse parce que sa maman était partie. Et en fait, on voyait que ça permettait aux enfants, dès la moyenne section de maternelle, en fait, ben, la tristesse ne partait pas, mais le fait de poser des mots et d'être compris par l'enseignant, mais oui, ça permettait en fait de pouvoir accepter plus facilement voilà, le reste de la journée ouais. aussi parce que ça avait été entendu. C'est pas juste: «Ah, je ressens ça, OK, très bien, on passe à autre chose». Non, on va s'intéresser. Hmm. L'enfant qui va oser dire, qui va avoir le le courage de dire et la force de dire: «Moi, je ressens le lutin de la tristesse parce que maman, elle est partie», ben, on va se poser 2 minutes sur ça, en fait. Ouais. On va vraiment s'intéresser, on va se mettre à sa hauteur et on va lui dire: «Non, c'est pas vrai». Et on va pas chercher une solution en se disant: «Maman, tu sais qu'elle revient tout à l'heure, donc ça va aller». Non, on va juste faire de Hmm. la place à ça, en fait. On va se dire: «Ah bon? Et il est grand comment ton lutin de la tristesse? Et tu aurais envie de quoi? Tu aurais besoin de quoi?» Et c'est là où on peut même mettre en place des petites cartes dès la Ouais. maternelle. «Mais là, j'ai besoin d'un câlin. T'as envie que moi, je te fasse un câlin?» «Bah oui, j'aimerais bien». «Alors c'est parti. Est-ce que ça va mieux là maintenant?» «Oui, ça va mieux». Ou alors ça va être: «Bah là, j'aurais besoin de faire un dessin à maman que je pourrais lui donner tout à Hmm. l'heure». Ça permet de créer voilà, une connexion à sa maman parce que elle pense à elle en faisant le dessin, par exemple. Donc on va aller chercher tout ça et c'est ce qui va permettre tu vois, de peut-être d'éviter à arriver à cet effet hyper crescendo d'un enfant qui va exploser parce qu'il a eu un trop plein d'émotions. Hmm. Parce qu'en fait, les émotions, elles sont prises dès qu'elles sont petites et elles ont de l'importance. Et on montre à l'enfant qu'elles ont de l'importance. Maintenant, quand l'enfant va avoir cette crise, parce qu'il va forcément en avoir, parce qu'il a cette incapacité Ouais. de réguler son émotion, donc quand il va avoir sa crise, en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant, on va avoir les clés pour Hmm. comprendre encore une fois que l'enfant n'est pas là pour nous ruiner notre journée de classe ou notre atelier, mais il vit quelque chose de très difficile et on va développer les clés pour justement l'aider à traverser ça et pour ensuite en reparler après la crise, essayer de développer Ouais. euh, de nouveaux réflexes quand il y a la colère qui se réveille en fait. C'est ça. Voilà. Donc, Et du conclusion. Oui. Et je voudrais aussi dire que pour ce programme, il y a en utilisant le code, Papa Oui, Positive, il y a une réduction, offerte de 15 donc à tous ceux qui te suivent, à tous ceux qui, voilà, faire c'est le profiter cadeau. voilà, à cette communauté, à cette belle communauté, voilà, de pouvoir profiter de cette offre-là. Oui. Et je fais quasiment pas de collaboration. Oui, C'est voilà, c'est aide-moi à grandir que j'ai choisi. Donc, on a de la chance, et c'est ben gratuit. pas de la chance, c'est du travail. Ça fait Oui, des années que tu travailles sur ça. Ça fait oui, des années que tu mets en place ce programme qui est, bah, comme on a vu, issu de ton expérience, issu aussi de ta oui, volonté de vouloir faire changer les choses. tout à Donc, fait. moi, ça me tient à cœur en tout cas. Et voilà, donc oui, bon, profitez également effectivement du code.
Et n'hésitez pas à nous faire des retours, à venir communiquer, parce que c'est un programme aussi un peu collaboratif si on veut, hein, Tout à parce que fait. tu es à l'écoute justement des personnes qui le testent. C'est pour ça qu'il y a ces versions aussi qui Qui évoluent. évolue. Tout Donc à fait. n'hésitez surtout pas, vous faites partie de l'aventure Oui. quand vous êtes dans, dans ce programme, dans ces programmes du coup. Donc voilà, merci beaucoup Anne-Margrethe Merci à toi. et bonne soirée, à bientôt. À très Bye bientôt. bye. Au revoir.